vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous, j'espère que ça va bien. Nous sommes rendus vendredi le 20 mai 2022. Incroyable, mais vrai. Avant-dernière émission de Connaissez-vous et quelque chose, je vous dirais, d'assez quand même jamais vu. Je vous explique. J'avais enregistré une introduction pour cette émission-là, pendant laquelle j'avais grandement pesé mes mots, mais je vous dirais qu'elle détonnait un peu d'avec mes autres intros. Peut-être à part une fois où j'avais dit que c'était pas nécessaire de me reprendre sur certains mots comme le mot handicapé puis tout ça. Et mais ça a été rare quand même que mes introductions étaient négatives et pas qu'elles l'étaient tant, celles que j'ai finalement décidé d'effacer, mais j'avais décidé de faire un petit rassemblement des irritants que j'avais vécu en faisant Connaissez-vous. Et finalement, j'ai décidé de dormir là-dessus et voilà que j'ai décidé le lendemain d'effacer cette introduction et de faire celle-ci que vous êtes en train d'entendre. Par contre, je vais en profiter pour vous annoncer une nouvelle qui en est peut-être pas vraiment une parce que j'en ai sûrement parlé avec des gens, je l'ai peut-être même dit au micro, mais j'aimerais que le projet Connaissez-vous se transforme un peu en un livre. J'aimerais faire une synthèse du projet qui serait à la fois un peu un regroupement des principaux témoignages, des principales études aussi qui ont été faites sur le handicap visuel et un petit côté évidemment biographique. Ce n'est pas encore fait, mais c'est sûr que dans ce livre-là, il y aura des anecdotes dont les irritants dont je parlais dans l'introduction effacée. Par contre, en effaçant l'introduction, il fallait que je trouve autre chose à vous dire et vous allez comprendre en écoutant l'article que je vais vous lire pourquoi je l'ai choisi. Alors voici, ça s'intitule « Frédéric Gauthier, son handicap, le sort de sa zone de confort ». Un article de Véronique Saumur, présentatrice et créatrice de contenu, publié le 17 mars sur météomédia.com. Sa vie a basculé en 1995. Il est devenu aveugle à cause d'un accident de travail. 27 ans plus tard, l'handicap est digéré et Frédéric Gauthier ne s'impose aucune limite. L'air est doux, le soleil est bon et c'est chez lui, dans sa charmante maison de Mont-Saint-Hilaire, que Frédéric m'a donné rendez-vous. Je sonne et il m'ouvre la porte avec son chien d'assistance sur les talons. Un peu maladroite, je lui tends la main. On passe au salon et c'est là qu'il me raconte ce qu'il s'est passé en 95. J'étais camionneur et sur la route, j'ai eu un pépin avec mon système de freinage. Il y a eu un frein sur la remorque qui a surchauffé. En allant voir, il y avait des flammes. J'ai voulu éteindre le feu avec mon extincteur et c'est là que le pneu a explosé. Fait que je suis devenu aveugle instantanément. J'ai perdu la vision de l'œil droit et l'œil gauche. Après plusieurs opérations, les médecins ont réussi à me redonner un tout petit peu de vision, ce qui est quand même très utile. Frédéric ne me cache pas que les premières années ont été très difficiles, mais à force de rencontrer des gens qui ont eux aussi un handicap visuel, ça lui a permis de dédramatiser la situation. De réaliser qu'il pouvait s'accomplir malgré tout et qu'il avait le potentiel pour le faire.
Mon handicap m'a sorti de ma zone de confort. J'ai commencé à faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire, des choses qui ne m'attiraient pas avant et que je fais aujourd'hui. C'est bizarre, mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Essaye, tu vas voir. Quand j'écoute Frédéric me dire tout ce qu'il fait, je suis impressionné. C'est comme s'il avait décidé de faire un pied de nez à la vie. Il réussit à faire des choses incroyables malgré son handicap, en commençant par la cuisine. Ma philosophie de vie, c'est d'essayer. Essayer de voir si on est capable. Comment on peut dire qu'on n'est pas capable si on ne l'a pas essayé? C'est certain que cuisiner sans ses yeux, ça demeure un défi, mais avec le temps, Frédéric a développé plein de trucs. Sa balance parlante et son thermomètre parlant l'aident énormément, mais sinon, quand il fait du pain, c'est au son qu'il va savoir s'il est prêt. En le tapotant, il va entendre s'il sonne creux ou pas. Quand je fais une recette, c'est sûr que je fais mon possible et la présentation laisse parfois à désirer. Rire. Je vais plus axer ma cuisine sur les saveurs. Je ne fais pas de compromis. Il faut que ça goûte bon. Espadrilles et compagnie. En 2007, Frédéric se rend au pavillon de sport de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, et il y découvre la piste d'athlétisme. Ça a été une révélation. La surface est brune, les lignes sont blanches. C'était facile de suivre le parcours avec le peu de vision que j'ai. Fait que je me suis abonné. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à courir et depuis 2015, je fais du triathlon. Depuis qu'il a emménagé à Saint-Hilaire, Frédéric court toujours et avec sa conjointe Stéphanie, il pratique le vélo tandem, le ski de fond, le ski alpin et la randonnée. Faut dire que la montagne est à un coin de rue et c'est facile pour lui d'y avoir accès. C'est sûr que par moments, c'est plus ardu, mais c'est faisable. Avec quelqu'un qui me guide adéquatement, je réussis à faire pas mal d'affaires. Rire. Terre étrangère. Même s'il ne voit pas beaucoup, Frédéric adore voyager. Il me dit que l'on voyage pas seulement avec les yeux. On voyage par les odeurs, les sensations, les choses qu'on entend, les gens que l'on rencontre et avec qui l'on parle. On voyage autrement, mais on voyage pareil. Il me raconte que, depuis son accident, il a visité des endroits qu'il n'avait jamais visités avant. Il est allé en Gaspésie, en Estrie, au Mexique et à Cuba. Avec sa conjointe, qui est française, il est même allé en France et en Espagne. Quand on va dans le sud, ce qui me surprend à chaque fois, c'est qu'en débarquant de l'avion, c'est comme si on ouvrait la porte du four, il fait chaud. Rire. Sinon, à Cuba, c'est la chaleur du peuple que je trouve particulière. Je sens leur sourire quand ils me disent « Hola ». Sentir pour mieux voir. En perdant la vue, Frédéric a pris conscience de ses 5 sens. Son ouïe, par exemple, n'était pas exploité à son plein potentiel. Il a appris à réellement écouter. Quand il se trouve au terminus de Longueuil, par exemple, il est en mesure de se repérer justement grâce au bruit qui passe généralement inaperçu mais que lui entend. Quand je lui demande si c'est son sens le plus développé, il me répond « Non, c'est l'odorat ». Il se rappelle que quelques semaines après son accident, il était couché sur le divan du salon et sa mère était à la cuisine. À un moment,
et lui a dit « Hey, tu coupes du céleri? » Elle a dit « Comment ça? » Il lui a dit « Je le sens. » C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il peut voir autrement. Rire. Je suis un peu comme un chien. Le nez, c'est vraiment mon sens le plus développé. J'ai tendance à sentir tout ce que je touche et parfois je dois me retenir. Rire. Quand je vais magasiner avec quelqu'un, mettons, je ne suis pas obligé de lui faire sentir la chose que je touche. Il faut que je réprime ça un peu des fois. En parlant de chien, le sien commence à nous tourner autour. C'est l'heure de la promenade et on sort marcher dans le quartier. En arrivant au coin de la rue, Frédéric me prend le bras et me dit « Sens-tu le pain? » Je m'arrête, je ferme les yeux et je me concentre. Au bout d'un moment, je dis « Oui, je sens le pain, ça sent bon. » Il m'apprend que la boulangerie, le pain dans les voiles n'est pas loin. Souvent, les odeurs lui servent de guide, comme présentement. L'Europe, ça sent quoi? En allant en Europe, ce que je remarque en premier, c'est le bruit des voitures et ensuite l'odeur. C'est drôle à dire, mais pour moi, la France, ça sent le pot d'échappement. On dirait que les émanations sont plus présentes là-bas qu'ici, particulièrement l'hiver. Et je trouve ça un peu dérangeant. La Gaspésie, ça sent quoi? Il y a de bonnes odeurs en Gaspésie, mais c'est des odeurs que je connaissais déjà un peu. Des odeurs de bord de mer. Parce que moi, je viens de la baie et l'eau est salée au Saguenay. Par contre, quand je vais en Gaspésie, ce que je trouve dépaysant, c'est l'accent. Moi aussi, j'ai un accent, je viens du lac. Mais eux, elle est différente et je trouve ça intéressant. Ça m'accroche l'oreille dans le bon sens. Rire. Mont-Saint-Hilaire, ça sent quoi? On est comme à la jonction du milieu urbain et de la campagne. Parfois, ça sent le pot d'échappement. Parfois, ça sent l'exploitation agricole. Ça dépend de la saison et de la direction du vent. Et avec la montagne tout près, il y a aussi plein de bonnes odeurs. Chaque saison, son odeur. L'automne, j'aime beaucoup l'odeur des feuilles qui commencent à se décomposer. Et plus tard, quand le sol gèle, bien là, c'est différent. Quand le sol est gelé, on sent moins les odeurs. L'odeur de la pluie aussi va varier. Je m'explique. Par exemple, en été, quand il fait chaud, la première pluie qui tombe a toujours une odeur particulière. Tandis que si vous avez une pluie continue, vous sortez dehors, ça ne sent pas pareil. Chaque saison, il y a sa variété d'odeurs et j'adore ça. Merci Frédéric de m'avoir permis d'entrer dans ton univers riche et coloré. C'était pour moi un privilège. Alors voilà, on aurait tous besoin d'un Frédéric dans sa vie pour nous, des fois, nous arrêter à réaliser ce genre de petites choses qui peuvent quand même changer la vie, surtout quand on a un sens en moins. Moi, je suis chanceux parce que Frédéric, c'est mon ami. En plus, ça a été un collaborateur au cours des deux dernières saisons de Connaissez-vous avec sa conjointe Stéphanie. Et en plus, vous savez, Frédéric, il a été l'invité de Connaissez-vous de l'émission numéro 12 que vous pouvez écouter. Et si vous écoutez attentivement, vous allez sûrement comprendre aussi que le 20 mai, c'est une date importante pour lui. Un changement de dizaine même, mais ça, on le dira pas trop fort.
Enfin, merci beaucoup, Frédéric, pour tout ce que tu nous as apporté et bien sûr à ce que tu m'apportes à moi en tant qu'individu. Alors, voilà. Maintenant, on va passer à notre invitée qui, elle aussi, a plein de choses à nous raconter. Elle nous raconte avec une belle simplicité son parcours, avec des éléments dont très peu de gens nous ont parlé jusqu'à maintenant. Cette semaine, on rencontre Diane Gendron. Cette semaine encore, je suis très content parce que la personne que je m'apprête à vous présenter, je ne la connais pas beaucoup. Et ça va être une belle occasion, justement, de la connaître moi-même et de la faire découvrir à ceux qui ne la connaissent pas encore. Elle s'appelle Diane Gendron. Tout d'abord, bonjour Diane. Bonjour. Et merci d'accepter, toi aussi, de partager ton vécu à Connaissez-vous, hein, parce que il y a plein de raisons de le faire, hein, mais bon, tout le monde est libre et de le faire ou non. Puis dans l'optique où les gens acceptent, bien, c'est très apprécié. Ah ben, ça me fait plaisir. Et comme je le fais à chaque semaine, pas mal avec tous mes invités, si tu es d'accord, de nous dire peut-être un peu à quel moment tu es né, puis à quel endroit. Je suis née en 1954, le 30 septembre, donc je suis une gentille balance. Ben oui, très proche de moi. Moi, je suis le 3 octobre. Oui? Je suis le 3 octobre, moi, ça fait que... Ah, c'est proche, en effet. Ben, je pense qu'on va bien s'entendre. Deux balances, oui, super. Excuse-moi, Ben oui, je t'ai interrompu. C'est pas grave. Alors, je suis née à Cap-de-la-Madeleine, dans une famille, j'étais la première d'une fratrie de 4 enfants. Ah, au Cap-de-la-Madeleine, en plus, c'est un beau coin, ça. Ah oui, oui. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, première de 4. Moi aussi, je suis le premier de 4. Ah oui? Bon, une autre similitude. Ben oui. Super. Donc, et bon, toi, est-ce que ton problème de vision, c'était déjà là à ta naissance ou si c'est arrivé plus tard? Oui, parce que chez nous, toute la famille est handicapée visuelle. Ah, d'accord. Les parents et les 4 enfants. OK, d'accord. Donc, c'était pas une surprise tant que ça, là. Ben, je le sais pas parce que ma grand-mère a hésité à le dire à mes parents quand elle s'en est rendu compte, là. OK, malgré tout, il posait souvent la question. Ben, c'est ça, il disait, pensez-vous qu'elle voit? Pensez-vous qu'elle voit? À un moment donné, elle leur a dit, ben, je suis pas certaine. OK. Fait que, je pense qu'il aurait sûrement préféré avoir un enfant voyant, mais comme tous les parents d'ailleurs, mais ce fut cette surprise-là que je leur ai faite. OK. Et toi, est-ce que tu as des souvenirs un peu de ton enfance en tant que personne non-voyante? Qu'est-ce que tu faisais pour... est-ce que tu réussissais à jouer à l'extérieur? Est-ce que tu as des souvenirs un peu de ça? Ben, j'en ai, ils sont pas très bons par contre, parce que moi j'étais la plus vieille, alors c'est sûr que je sortais dehors, j'ai sorti un peu avant les autres, pendant qu'eux ils étaient au berceau, moi j'allais jouer. Mais je me faisais beaucoup moquer de moi par mes amis, mes supposés amis, parce que les enfants étaient jeunes, étaient ignorants. Ils s'amusaient beaucoup à me faire des tests de vision. Parce que moi, j'ai un petit peu de vision quand même. Je suis pas dans le noir total. Alors, on s'amusait à me dire, c'est quoi ça que j'ai dans les mains? Puis, c'est quoi ça là-bas? On me montrait des choses, mais moi, les couleurs, je les voyais. On me disait, c'est quoi ça? Quelle couleur ça? Je disais, c'est bleu. Hein, mais tu vois? Mais ils comprenaient pas. Alors, j'ai eu la vie dure avec ça, étant petite. Et je pouvais sais pas l'expliquer. Et je sais pas encore là, tu sais, je veux pas embarquer dans un débat parce que, bon, moi aussi, il me reste de la vision, puis on dirait que c'est pire, je pense, hein, parce que justement, il y a certaines choses qu'on voit, d'autres qu'on voit pas, les couleurs, on les voit, tu sais, on voit qu'il fait noir ou qu'il fait clair. Exactement. Oui, moi aussi, je pense que c'est pire comme situation. Quand c'est noir, mais quand c'est entre les deux, là, ça mélange les gens, tu sais, c'est fou. Puis nous, quand on est petit, on le comprend pas non plus. Ben non. Parce que là, mes amis, des fois, ils me disaient, t'as les yeux croches, tu vois pas. Je disais, ben oui, je vois, parce que je voyais mes couleurs, je voyais la lumière. Je comprenais pas, moi non plus. Ben, puis c'est difficile de s'imaginer qu'on n'est pas comme les autres. Tu sais, que les autres ont une meilleure vue que nous, que
sais, qu'on n'est pas dans la même, tout à fait dans la même réalité. Ça fait que c'est plus tard qu'on c'est ça, on peut pas faire toujours les mêmes jeux que les autres. Mes amis faisaient des casse-têtes, moi, j'étais pas capable. Puis, ils comprenaient pas que j'étais pas capable, mais en même temps, ils me disaient, tu vois pas, puis c'est tout... tout un obstinage, là, de vois pas. Tu sais, c'est fou. C'est sûr que ça complique un peu la période de l'enfance. Absolument. Fait que c'est sûr que mon enfance a été pas mal perturbée parce que moi, je voulais tout le temps faire comme les autres. Ben, c'est normal, ça aussi. Je posais plein de questions. J'étais tannante, mais ça, ma curiosité naturelle. Ben, encore là, hein, c'est la curiosité naturelle, ça peut tout aussi bien être chez quelqu'un qui a une vision parfaite, là, hein, ça fait que... Oui, c'est ça, mais parce que je voyais pas toujours ce que les autres faisaient, mais j'étais toujours en train de les demander ce que tu fais, puis peut-être que j'étais tannante un petit peu. Mais tu avais quand même des amis, ça que tu sortais, tu faisais un peu comme tu pouvais, là, l'enfant de... Tu sais, un enfant qui joue dehors à cet âge-là, là. Oui, disons que oui, j'allais quand même, on avait une grande cour à l'époque. Les maisons, c'était des maisons assez proches les unes des autres, alors on jouait avec tous les enfants de la rue ensemble. Mais c'est ça, là. Ben, à un moment donné, on est déménagé, ben là, ça a été d'autres amis, une autre réalité. Et est-ce que l'arrivée de tes frères et sœurs, est-ce que ça... puis qu'il y avait des problèmes de vision eux aussi, est-ce que ça l'a fait, est-ce que ça t'a un peu, ou peut-être qu'on n'est pas conscient de ça à cet âge-là, mais est-ce que ça t'a un peu conforté, rassuré, est-ce que... Ben, pour moi, je comprenais pas vraiment, on était tous pareils, c'était correct. OK. Et l'école, c'est arrivé à un moment donné, forcément? Oui, là, ça a été une autre problématique, c'est que mon père était un homme autoritaire, mais pas mal ignorant. Et lui, il avait vécu la période à Nazareth un peu comme dans le temps de Maurice Duplessis. Okay. Alors, il décrivait les sœurs comme des monstres. Alors, il nous a fait peur avec ça un peu. Les sœurs sont pas fines, sont ci, sont ça. Puis, alors, quand je suis arrivée à Nazareth avec un petit peu de retard, parce que mon père comprenait pas l'importance de l'instruction pour des filles, je me suis retrouvée un petit peu désemparée. Je me rendais compte que les enfants de ma classe étaient plus jeunes que moi. Et ça m'a créé un mal de vivre assez sérieux. En partant à l'école? Oui. Parce que là, je pédalais pour aller plus vite que les autres, puis je voulais comme rejoindre les plus grandes, parce que je me trouvais pas à la bonne place. Alors, ça a été une période très difficile, ça aussi. Ben, j'imagine, parce que, tu sais, on se dit des fois, à force de faire des entrevues avec les gens, je me rends compte que la vie est pas si simple, mais tu sais, on se dit des fois, à l'école adaptée, ça va aller bien, tout le monde va être sur le même piédestal, au même niveau, mais c'est pas tout à fait comme ça, là. C'est pas si simple. Pas toujours, pas dans tous les cas. Il y en a pour qui ça a bien été, mais moi, dans la condition de vie que j'avais, c'était comme une prise de conscience que j'étais différente, encore plus peut-être que quand j'étais petite, là. Mais est-ce que... C'est pas facile. Est-ce que ça a été moins pire quand même que le portrait que ton père t'avait fait? Est-ce que... Ah oui, c'était pas si pire que ça, là. Parce que lui, je sais pas, peut-être que ça a été plus dur à son époque. Mais c'est parce que c'était pas une façon de nous encourager, de nous parler des punitions qu'il y avait eu à l'école, puis les mauvais coups qu'il faisait. C'est vrai qu'il était un enfant lui-même très hyperactif. Alors, il devait pas être un cadeau, là. Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas à nous faire cette démonstration-là parce que ça nous décourageait. C'est pas comme ça qu'on stimule des enfants. Ben, c'est sûr que c'est de les envoyer à l'école comme un peu à reculons, là, avec la peur puis la crainte de trouver ça extrêmement pas plaisant, là. Exactement. C'est que le portrait n'étant pas reluisant, on y allait nous aussi de reculons. Mais donc, il fallait quitter la famille, te rendre à l'école. Est-ce que ça, la coupure avec la famille, ça a été quelque chose de difficile? Au début, oui, parce que je tombais dans un milieu complètement inconnu. Nouveau, là, ben oui. Mais
c'est ça, mais ça s'est placé avec le temps parce que à l'école, il y a eu des gens qui m'ont aidé beaucoup. Il y a eu la professeure de 4e année, Madame Candide Quirion, qui a été un ange pour moi. Ben oui, je l'ai connue, Madame Quirion. Oui, elle est tellement gentille. C'est dommage, elle nous a quittés maintenant. Là. Ouais. C'est bien triste. Et il y a eu Sœur Véronique Caillé, qui était la bibliothécaire, et qui, elle, m'a fait lire plein de beaux livres, là, qu'elle m'encourageait. Et j'ai eu aussi 2 professeurs de piano, Sœur Desjardins et Sœur Morin, qui ont été extraordinaires. Fait qu'il y a 4 personnes qui ont vraiment marqué ma vie à l'école. Je suis tout le temps en train de t'interrompre, mais tu sais que quand je suis arrivé, moi, à l'école adaptée en 83, ben c'était Oui. Sœur Véronique Caillé qui était bibliothécaire aussi. Encore? Oui. OK! Ah ben, Seigneur! Et je crois toutes Ouais, les c'est années ça. que j'ai été là, me semble là, qu'elle était là, puis c'est elle qui me conseillait mes lectures, puis tout ça, puis j'aimais ça, moi aussi. Oui. Là. Puis, Ah oui, elle était très bonne. Ben, elle enseignait aussi en même temps. Je crois que c'est la géographie qu'elle enseignait, si mes souvenirs sont bons. Donc, des personnes importantes dont tu te rappelles encore aujourd'hui, j'imagine que c'est encore d'une plus grande importance là à l'âge où tu es arrivé, où tu les as connus, dans le fond. Oui. Et l'apprentissage comme tel à l'école, toi, t'aimais ça ou pas? Ou comment c'était pour toi? C'était... Moi, j'avais toujours des bonnes notes. OK. C'est ça que je me forçais pas beaucoup, j'étudiais pas beaucoup. Mais OK. j'avais de bonnes notes. OK. Alors, ça allait bien. Une C'est pour ça que je suis allée en musique, d'ailleurs, parce qu'on envoyait les élèves qui étaient les plus forts en musique. OK, d'accord. Et toi, la découverte de la musique, est-ce que ça s'est fait là ou si ça s'est fait avant? Ben, ça s'est fait surtout à l'école. OK. C'est sûr, il y avait toujours de la musique à la maison un peu, là, mais c'était ordinaire, tandis que là, j'ai découvert vraiment autre chose. OK. Et là, bon, ils t'ont incité, bon, forcément, à aller, à approfondir ça, ben, apprendre la musique, puis en jouer, puis tout ça. Oui, ben c'est ça. On a fait du solfège, après ça, on a fait la théorie musicale, du piano. Maintenant, j'en ai un piano parce que j'en suis acheté un après mon travail, mais ça, j'en parlerai tantôt, là. Oui, bien sûr. Ça a pris du temps, mais là, j'en ai un. Ah, cool. Et, Alors oui, c'était quelque chose. donc, c'était quelque chose qui te plaisait aussi, j'imagine. Oui, surtout que j'aimais mes profs. Alors oui, ça allait aide, ça. bien. Oui. Et ça, c'était primaire, autrement dit, puis ensuite, le secondaire, ça s'est poursuivi. Ben là, moi, j'ai quitté à 16 ans. Là, j'étais plus capable parce que encore, j'avais ce mal de vivre, malgré que ça s'était un petit peu atténué. J'ai quitté, puis je suis retournée à la maison, mais je vivais comme en solitaire. J'avais plus beaucoup d'amis parce que mes amis étaient déménagés ou étaient plus dans le décor. Et là, je suis rentrée dans une association de loisirs, l'AERA à Trois-Rivières. Ah oui. Et là, je suis devenue secrétaire du conseil d'administration. J'avais jamais fait ça de ma vie. Mais j'ai fait ça j'ai appris comment faire, puis je me suis fait d'autres amis. Et après, j'ai travaillé dans des projets d'initiative locale. À l'époque, c'était très à la mode. Oui, c'est vrai. Oui. Initiative locale, c'était, en fin de compte, je pense qu'il y en a eu d'autres avant, là, mais moi, quand j'ai commencé, c'était ça. On avait créé une bibliothèque sonore à Trois-Rivières. OK. Moi, je faisais tout ce qui s'appelait braille. Et il y avait un studio d'enregistrement au 3e étage de la bâtisse. Et on enregistrait à ce moment-là sur des grosses bobines. Des gros magnétophones Sony TC105, là. À 4 pistes. Oui. Et après, ils faisaient du repiquage. Ils mettaient les livres sur cassette. OK, ils C'était les la réalité transféraient de sur l'époque. cassette. OK. Ouais. C'est comme ça qu'on a commencé. Nous, on avait quand même une pas pire collection. Je sais pas ce que c'est devenu parce que, à un moment donné, ben, les projets, ça se termine. Hein, c'est pas éternel. Les documents se sont retrouvés à la bibliothèque municipale de Cap-de-la-Madeleine et puis, à un moment donné, on n'en a plus entendu parler. OK. Mais là, il y a eu la magnétothèque après, puis bon, toutes les autres
les autres organismes qui ont enregistré des volumes. Oui, qui ont pris un peu la relève de ça, mais quand même. Et là, toi, tu disais, est-ce que tu lisais des livres qui étaient en braille, puis tu les mettais en audio ou... Non, c'était des personnes, des lecteurs. OK. Qui enregistraient un peu comme à la magnétothèque, sur bobine. Puis le travail était fait après. Mais moi, je faisais de la transcription braille pour des documents que les membres auraient pu avoir besoin, là. Et tu disais au départ, t'étais sur un conseil t'étais secrétaire du conseil d'administration, donc tu as été aussi assez rapidement impliqué dans un peu les décisions puis les discussions là que nécessite dans le fond le roulement d'un organisme. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que ça te plaisait? Est-ce que c'était t'as aimé ça? J'aimais pas vraiment ça, mais je le disais pas. Parce que je voulais faire plaisir à mes amis qui me disaient, ben, très bonne, puis tu serais capable de faire ça. J'aimais pas ça, ce que je faisais. Parce que dans le temps, on n'avait pas de moyens de prendre des notes comme aujourd'hui. Hein. Fallait que je retienne tout, que je fasse un procès verbal, puis bon, c'était pas facile. Mais je l'ai fait quand même parce que ça m'a donné de l'expérience. Et après, je l'ai refait dans d'autres conseils d'administration, mais beaucoup mieux équipée. Donc, c'est ça, c'est un peu ça, là. C'est pas tant c'est plus comme la complexité de réaliser de prendre les notes puis de rédiger les documents qui étaient moins avancés, qui faisaient que c'était moins intéressant. Oui, c'est ça, parce qu'à l'époque, c'était pas facile, hein. Mm-hmm. Mais je l'ai fait quand même. Je me dis, mais maintenant, je suis capable de faire ça. Je suis sûre que demain matin, on me demanderait de le faire. Je serais capable, mais ça me tente plus. J'ai pris ma retraite, là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, il y a des choses que, tu sais, c'est plate à dire, mais qui peuvent peut-être intéresser moins les gens, mais qui, malheureusement, il faut que ce soit fait aussi, là. Ça fait que c'est bien qu'il y en ait qui se sacrifient pour les faire aussi, même si ça les intéresse un peu moins. Oui, c'est certain. Mm-hmm. Et là, après ce projet de livre, il y a eu d'autres programmes de travail? Là, après, moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait le bureau de l'INCA à Trois-Rivières. Et à un moment donné, moi, j'étais tannée, je n'avais plus de projet, puis je me cherchais du travail, c'était pas toujours facile. Alors, je suis allée rencontrer l'agent de main-d'œuvre. Pas tout à fait la même chose. Denis Dumont, à l'époque, qui desservait Québec et Trois-Rivières. Et je lui ai dit, ben moi, j'aimerais ça me trouver un emploi, puis tout ça. Puis il me dit, es-tu prête à déménager? Ah, OK. J'ai dit oui. Il dit, serais-tu prête à venir à Québec? J'ai dit oui. J'étais tellement tannée, là. Fait que je me suis envenue à Québec. C'est sûr que le travail n'était pas très intéressant. Au début, c'était de vendre des abonnements au Journal de Québec par sollicitation téléphonique. C'est affreux. Affreux parce qu'on avait des heures coupées, on appelait les gens des fois sur l'heure du repas, on se faisait répondre n'importe quoi, on se faisait donner des rendez-vous. Ah, c'était affreux. Affreux, vraiment. Ça, je recommencerai pas. Jamais de la vie. Mais tu étais quand même prête à quitter Trois-Rivières pour aller essayer puis une nouvelle ville et tout, là. Ça fait que... Oh, oui, parce que j'étais tannée, puis je trouvais qu'il se passait rien. Trois-Rivières, c'est quand même pas très grand, puis c'est pas pire. C'est pas une ville morte, mais c'est plate des bouts. Et je savais que j'allais retrouver des gens à Québec, des gens que j'avais connus à l'époque, à l'école. Oui, il y en avait quelques-uns que j'ai rencontrés, on est redevenus amis. Et j'ai rencontré l'homme de ma vie aussi. Ah, OK, à ce moment-là. Ah, je suis tombée amoureuse, puis lui aussi, parce que là, on est mariés, ça fait 41 ans. Ah, ben, écoute, c'est merveilleux. Oui, non, c'est ça. Alors là, j'ai travaillé, j'ai fait de la transcription braille pour l'INCA. J'ai eu une petite garderie chez moi à un moment donné. Je suis retournée compléter mon secondaire 5 aux adultes. Et j'ai aussi travaillé un peu chez Braille Gémico, et à la commission scolaire de Charlesbourg à l'époque. Maintenant, c'est les premières seigneuries, là. J'ai aussi travaillé en transcription.
Et finalement, je me suis ramassée au restaurant au 6e sens. J'ai travaillé pendant 9 ans. Je viens de prendre ma retraite. Ça va faire 2 ans. OK, d'accord. C'est encore assez récent. Oui. OK. Donc, en ce qui concerne les ventes d'abonnements, t'as fait ça combien de temps environ? 5 mois. OK. C'est pas moi qui ai quitté. J'aurais aimé ça, mais à un moment donné, il y a eu un changement de personnel. On a tout changé les jeunes. Ils ont tous mis dehors parce que on vendait pas assez. Mais c'est pas évident non plus. Hein. Non. Mais, tu sais, d'un autre côté, est-ce que tu aurais continué longtemps de le faire ou est-ce que ça a été comme une libération un peu? Ou, Ça a été une libération parce que je pensais de quitter, puis c'est arrivé comme au bon moment. Ça s'est fait sans que ce soit toi qui sois obligé de quitter? Oui, parce que j'aime pas ça, quitter un emploi, sauf que là, comme on nous a dit à un moment donné, on fait des restructurations de personnel et j'étais contente. C'est pas toi qui as pleuré de ça. Pas du tout. La transcription, ça semble avoir été assez présent aussi dans ta vie, puis c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ça. Parce que c'est ça que je fais maintenant. C'est exigeant, mais par contre, j'avais souvent des maux de tête parce que moi, comme j'ai un peu de vision, je lisais à la télévisionneuse et je tapais sur l'ordinateur. Okay. Et j'ai eu souvent des maux de tête parce que fallait que je grossisse beaucoup le caractère, puis que je planifie toutes mes pages, tout ça. C'est un travail qui est quand même harassant, mais intéressant en même temps. Parce que j'allais dire encore là, tu sais, comme c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités avec, admettons, la télévisionneuse, mais tu sais, comme si on en fait beaucoup dans la journée, c'est sûr que ça peut devenir quand même assez difficile pour la vue, là. Ça fait que... Très, très difficile, en effet, oui. Mais là encore, je travaillais toujours par contrat, alors je lançais jamais un contrat. C'est bon, c'est... Et t'as transcrit quoi? De plusieurs choses? C'était souvent c'était des examens du ministère pour les élèves de la commission scolaire. Alors, c'était ou des cahiers avec des tables, disons, des livres de table comme on avait à l'époque, là. Des choses comme ça. Toujours du matériel scolaire. OK, d'accord. Et quand t'as travaillé chez Braille Gémico, c'était-tu un peu la même chose? J'ai pas travaillé longtemps, là, j'ai travaillé un été. Okay. Ça, c'était on avait des volumes en anglais qui étaient montés, mais il y avait des pages qui étaient erronées. Alors, il fallait nous trouver, on avait une pile de pages à côté de nous. Mettons, c'est la page 52. Bon, là, j'ai trouvé la page 52. Alors, il faut que j'aille dans le volume, chercher la page 52 parce qu'elle est pas bonne. Je l'enlève et je mets celle qui est dans la pile à côté. On refaisait les volumes comme ça. OK, en remplaçant les pages qui étaient pas correctes. Oui, c'est ça. OK. Alors ça, j'ai fait ça un été. On était une bonne petite gang. On était encore une gang d'amis qui travaillaient ensemble. À ce moment-là, j'avais pas de travail à la commission scolaire, fait que je pouvais y aller. Là. OK. Et tu as parlé d'un projet de garderie aussi? Oui, j'ai eu une petite garderie chez moi un petit bout de temps. Avant, c'était moins sévère que maintenant. Alors, j'ai commencé à garder des enfants à la maison. J'en avais 6 à un moment donné. Ça allait bien, mais là, à un moment donné, j'ai lâché parce que il y a des gens qui payaient pas. Oh. Qui abusaient, qui me disaient, tu peux-tu la garder à coucher? Parce que là, je travaille tard ce soir. Ils venaient la chercher en milieu d'après-midi le lendemain. Et normalement, j'aurais dû charger des frais supplémentaires. Je le faisais pas parce que ça me gênait. Puis, ça marchait plus, là. C'était trop compliqué. Puis, les normes se resserraient aussi autour des services de garde. Fait que je l'ai fait pendant 1 an. Okay. Mais après, j'ai gardé chez mes amis parce que j'ai des amis qui ont des enfants. Et j'ai gardé dans 5 familles, pas tous les jours, là, mais au besoin. OK. C'est que c'était un autre côté qui te plaisait quand même? Oui, parce que les enfants, j'ai toujours aimé. Beaucoup. OK. Super. Et... J'ai été aussi... Oui? Non, vas-y. J'ai été aussi famille d'accueil pour une personne handicapée visuelle qui habitait... la Basse-Côte-Nord. Je l'ai gardé pendant 21 ans.
Ah, quand même. Ah, qui venait de la Basse-Côte-Nord, donc qui venait quand même d'assez loin. Oui, ben c'est parce il venait aux adultes. OK. Puis après ça, ben après qu'il a terminé à l'école, ben il a travaillé un petit peu là sur des projets dans des organismes. Puis il restait chez moi. Il est resté jusqu'en 2012. OK. Et puis, garderie, s'occuper des gens, ça t'est venu un peu comment cette idée-là, ces idées de projet-là? Ben, ça a commencé parce que je voulais des enfants. Je voulais une famille, puis ça marchait pas. Alors, comme on me demandait des fois de garder, je me suis dit, pourquoi j'aurais pas une garderie chez moi? OK. Et j'ai commencé ça. Ma sœur travaillait déjà en milieu de garderie. Elle me dit, ben oui, elle dit, il y en a des garderies en milieu familial. Et j'ai dit, ben, ça va une façon de me rapprocher des enfants. Je vais peut-être moins penser à mon problème. Et finalement, ben, c'est pas ça qui est arrivé, là, mais, mais j'ai fait ça pendant 1 an quand même, puis ça allait bien. Au début. Ouais, c'est ça. Il y avait des côtés négatifs plus administratifs qui étaient difficiles à gérer pour toi, là, qui t'ont un Exactement, oui. Un peu comme empoisonné l'existence, le projet, là. Oui, c'est ça. Parce que c'était pas tous les parents qui étaient faciles non plus. Non, là, parce que plus ça allait, plus ils devenaient exigeants. Ah ouais, c'est ça. Plus ça allait. Oui, ils prennent des habitudes. Ben là, ils prennent des habitudes, hein? Ouais, tu donnes un pouce, ils prennent un pied, là. C'est... Exactement, oui. Ah, ouais, c'est plate. Oui, et j'ai aussi fait des démarches d'adoption. À un moment donné, là, après la garderie, là, on a décidé de faire des démarches d'adoption. OK. Qui ont abouti au bout de 8 ans seulement. Tabarouette, c'est long, ça? Oui, c'est très, très long parce que, nous autres, au départ, on aurait aimé ça avoir un petit bébé. Sauf que ici, au Québec, c'est très, très long. Et on nous a dit au départ que c'était inutile de penser à l'adoption internationale, que beaucoup de pays n'acceptaient pas les personnes handicapées comme futurs parents. Alors, on a dit, bon, OK, on va adopter un enfant plus vieux. Ça pouvait aller jusqu'à 6 ans à ce moment-là. Mais la démarche n'aboutissait pas. À chaque année, je recevais des formulaires à remplir pour réitérer notre demande. OK. Et là, j'étais écœurée. Là. Après 6 ans, là, j'en pouvais plus. J'ai dit, là, je vais les jeter, les documents, je démissionne. Mais l'enveloppe qui est arrivée était plus épaisse que d'habitude. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Nous en sommes rendus à l'étude de votre demande. Après 6 ans. C'est long, hein? C'est sûr qu'on a le temps de... On a le temps de changer d'idée, on a le temps de se décourager, en tout cas. C'est ça, plein de choses peuvent arriver. C'est ça. Puis là, j'étais nerveuse. J'allais voir ma voisine. J'ai dit, Marie, veux-tu me dire c'est quoi? Elle commence à me lire les documents. Elle dit, ils sont rendus à ton étude. Là, il me demandait plein de références, plein de démarches à faire. Que là, OK, on va trouver du monde pour répondre au questionnaire, parce que c'est des références, dans le fond, qu'ils voulaient. Et j'envoie le document, mais avec peu d'espoir, encore une fois. Puis là, on m'appelle, puis on me dit, là, on fait une rencontre pour les futurs adoptants. Et okay. Là, on se rend, dans le fond, c'est un département de la DPJ. On se rend à l'endroit, on y a à peu près 6 couples. Et on nous fait des mises en scène, on nous présente des problèmes d'enfants, comment on va réagir dans telle situation. Et à la pause, les travailleuses sociales sortent du local et moi, je m'approche d'une madame et j'ai dit, ça fait combien de temps vous avez fait vos démarches? Elle me dit, ça fait 1 an. L'autre, elle me dit, ça fait 2 ans. Et là, moi, j'étais un peu surprise. J'ai dit, nous autres, ça fait 6 ans. C'est quoi l'idée, là? C'est en maudit parce que, dans le fond, c'est parce qu'on était handicapés visuels qu'on nous a repoussés si longtemps pour nous décourager, peut-être. En tout cas, c'est ce que j'ai eu comme sentiment. Que votre dossier retournait tout le temps en dessous de la pile, puis... oui, c'est ça. Alors, j'ai posé la question à une travailleuse sociale, puis elle me dit, non, de tous les temps, on a respecté, jamais eu de vraies réponses. Puis en plus, nous, on avait spécifié dans notre demande qu'on pouvait prendre un enfant handicapé visuel. Parce qu'on s'est dit,
Ben, si l'enfant il tombe dans notre famille, au moins, on va être capable de s'en occuper. Ça, c'est une facette que vous connaissez. Exactement, c'est ça. Alors, à un moment donné, ben là, il s'est passé des événements. Il s'est passé encore 2 ans, parce qu'après 8 ans, c'est ça. Première petite fille qu'on nous présente, elle a 5 ans. Et elle nous en parle. La travailleuse sociale, elle vient me voir pratiquement toutes les semaines pour me dire comment avance le dossier. Mais on l'a pas vu, là. On n'a pas vu les enfants encore, là. OK. Elle nous dit, bon, ben, elle vient d'une famille, ils sont 8 enfants, c'est la plus jeune, la mère a beaucoup de difficultés, gna, gna, gna. Elle a un petit retard, mais elle a un problème visuel aussi. Jusqu'au dernier moment, bon, on a espoir qu'on va l'avoir. Puis à un moment donné, elle m'appelle, puis elle dit, là, la travailleuse sociale qui s'occupe du dossier, elle a décidé de l'envoyer dans une autre famille avec son frère. Après m'en avoir parlé pendant plusieurs semaines. Ben oui, c'est difficile. Alors, je suis découragée, j'en maudis. Puis là, ben, elle se rend compte qu'elle a mal agi, qu'elle nous en a trop dit, qu'elle nous a donné trop d'espoir. Puis elle parle avec sa supérieure. Puis à un moment donné, il y a un petit bébé de disponible, une petite fille de 2 mois. Et bon, OK, nous, on trouve ça très intéressant. Elle me dit, la semaine prochaine, je vais t'amener, on va aller à la Clairière. Ça, c'était une pouponnière à l'époque ici. Puis elle dit, on va aller la voir, puis si tout va bien, ben, tu vas pouvoir, peut-être même pouvoir l'adopter parce que les parents, c'est leur 3e enfant, puis ils commencent, la première année, ils vont voir l'enfant, puis après ça, ils vont plus. Puis après, je pense, c'est 2 ans, l'enfant devient adoptable. Mais là, un matin, elle arrive chez moi, je me prépare à m'en aller travailler à la commission scolaire. Elle dit, t'as-tu écouté les nouvelles? Puis elle est toute énervée. Je dis, ben pas encore, pas vraiment. J'ai écouté un peu distraitement. La petite, c'est pas la nouvelle comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La petite était décédée à la pouponnière de la mort du nourrisson. Oh mon Dieu. Syndrome de la mort du nourrisson. Alors là, elle dit, mais tu vois, hein, si c'était arrivé chez toi, ça aurait été pire. Puis, tout cas. Peut-être que ça serait arrivé chez moi. Oui, ça se peut. Mais c'était comme si ça se déculpabilisait. Je sais pas trop. Comme j'ai mal interprété, là. Ben, c'était comme un peu de te montrer que, bon, tu l'avais pas eu, puis c'était comme mieux comme ça, là, quasiment. Là. Ben, c'est ce que j'ai senti. Puis là, après, ben, peu de temps après, elle m'arrive, puis elle jasait comme d'habitude, puis je disais, y a-t-il du nouveau? Non, il n'y a pas vraiment de nouveau dans le dossier, mais ça avance, là. Puis elle me dit, avant de partir, elle me dit, je voulais te poser une question. Elle fait comme si elle l'avait oublié, hein. Elle dit, un enfant noir, est-ce que ça te dit quelque chose? Je dis, un enfant noir, rouge, jaune ou vert, ça me dérange pas. Un enfant, c'est un enfant. Elle me dit, j'ai entendu parler d'une petite fille en Haïti, mais je te reviens là-dessus. Elle m'en dit pas plus. Puis après ça, quelques jours après, elle arrive avec un dossier. Elle avait une petite fille handicapée visuelle en Haïti. Et c'est la petite qu'on a eue à 16 mois. Et malheureusement, ma belle Natacha, elle est décédée à 25 ans. Elle était diabétique. Un matin, elle ne s'est pas réveillée. Son conjoint l'a trouvée dans son lit, puis il n'a pas pu rien faire. Fait que disons qu'on a été heureux avec elle pendant 24 ans, parce qu'elle est quand même arrivée à 1 an et demi, là. Elle est partie de la maison à 20 ans pour vivre son expérience d'appartement, puis ça m'a crevé le cœur, mais je l'ai laissée aller parce que je me disais, elle a le droit de vivre sa vie. Puis vous avez pu l'accompagner quand même un grand bout, toute son enfance, toute son adolescence, puis oui, mais même quand elle était en appartement, là, on se parlait pratiquement tous les jours. J'allais la voir souvent, on allait magasiner ensemble. On avait quand même une vie sociale toutes les deux, là. C'est ça, ben oui. Oui, on s'aimait beaucoup, beaucoup, puis c'est ça, quand elle était mal prise, qui elle appelait? Maman. C'est sûr. Eh oui. Ben, c'est normal aussi. Ben oui, c'est ça, mais ça a coupé tellement vite, là. Puis c'est sûr qu'on s'attend jamais à ça, hein, tu sais, Jamais de la vie. Mais non, à je cet m'attendais pas âge-là, à ça. si jeune, tu sais, C'est ça. Par contre, j'ai connu des amis à Trois-Rivières. J'ai 2 amis qui sont décédés à 24 ans du diabète aussi. Mais je me doutais jamais que ma fille, elle aussi, ça y arriverait. D'abord, elle n'était pas diabétique quand elle est arrivée. OK. Non, ça a été découvert, ça,
Elle avait 23 ans, presque 24. Et qu'à un moment donné, on était en train de souper. C'était le soir de Noël. Quand je dis les enfants, c'est ses amis proches qui étaient toujours avec elle pratiquement. Là. On était en train de souper, puis Natacha s'est endormie au bout de la table. Puis là, on a dit, Natacha, ça va pas? Puis elle dit, oh, je suis juste fatiguée. Puis les jours suivants, ça s'est détérioré. Elle était toujours très fatiguée. Mm-hmm. Et là, son conjoint a décidé de, là, on va aller à l'hôpital, Natacha, ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose qui se passe de... Ben oui, c'était pas normal qu'elle soit fatiguée à ce point-là. Elle était plus capable de rien faire. Et ils ont découvert qu'elle était diabétique. Et c'est comme ça qu'on a su, parce que avant, ça allait bien, même quand elle passait des prises de sang, tout était normal. C'est ça, ils ne voyaient rien de... Mm-hmm. Non, ils n'avaient rien vu. Mais après l'autopsie, ils ont dit que c'était une forme rare. C'est son pancréas qui a lâché. Oui, c'est ça. Ça peut être des choses, des fois, des organes, dans le fond, qui deviennent non fonctionnels en cours de route, là. Ben, c'est ça, parce que quand elle a commencé sa maladie, elle se donnait de l'insuline par injection, parce que c'était assez concluant comme maladie, là. En dernier, on avait changé sa médication pour des pilules, et ça fonctionnait pas aussi bien. OK. Les glycémies n'étaient pas toujours belles, puis... c'est ça, c'était difficile à contrôler. Oui, c'est très difficile, mais elle contrôlait beaucoup mieux quand elle s'injectait. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de changer, mais... Puis est-ce qu'elle prenait toujours sa médication correctement aussi? Elle était plus à la maison, je pouvais pas savoir. Ben non, c'est ça. Puis elle était adulte, hein, dans le fond aussi. Ben c'est ça, rendue à 24 ans, là, Mm-hmm. Oui, c'était une adulte, puis... Non, c'est terrible. Moi, j'ai une question. À partir du moment où que vous avez su que vous alliez avoir cet enfant-là, est-ce que les services sociaux ont été... ils ont-tu été corrects? Est-ce qu'ils vous ont comme un peu... on dirait qu'il y avait comme une espèce de manque de... Je sais pas comment l'interpréter, un manque de confiance ou quoi que ce soit. Après, est-ce que ça l'a été? Est-ce que c'était... tu sentais que c'était normal? La travailleuse sociale, elle venait souvent. Je trouvais qu'elle venait souvent. Plus souvent, elle posait peut-être? des questions. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on était plus surveillés que d'autres. OK. Oui, puis des questions niaiseuses, des fois, comme là, moi, j'ai une porte de sous-sol qui... c'est une porte qu'on plie en deux. Quand on la pousse, elle se plie en deux, puis avant que la petite arrive, elle me dit, ben là, ça va être dangereux, cette porte-là, qu'est-ce que tu vas faire? Puis elle tombe en bas, puis c'est pas compliqué, on va changer les pentures de place. On va la virer de bord, tout simplement. Mais parce qu'elle, dans sa tête, on pouvait pas y penser, là. Des niaiseries comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir besoin de vêtements, puis tu vas devoir aller magasiner? Ben, j'ai dit, j'ai des amis. Je suis capable d'aller magasiner, puis je suis capable de rentrer dans une boutique puis demander de l'aide. Mais c'est des affaires comme ça, là. Toujours des mises en situation niaiseuses. C'est ça. Fallait qu'on dirait qu'elle te fasse tout dire, puis tout expliquer dans toutes les situations. Oui, c'est ça. Comme si moi, je n'étais pas capable de penser par moi-même. Et c'est rare que je pose ce genre de questions-là, mais c'est toi un peu qui a ouvert la porte tantôt, parce que tu parlais, tu as rencontré ton conjoint, tu étais quand même assez jeune, puis tout ça. Puis, oui. C'est un monsieur qui est non-voyant aussi, qui a un problème de vision? Oui. OK. Lui, c'est un problème de méningite à l'âge de 2 ans. Oh, mon Dieu. OK, ça aussi, oui, il a eu la méningite, il voyait quand il était petit, puis quand il est revenu de sa maladie, ben il voyait plus. Ah là là, puis la méningite... Il voit un petit peu dans le coin d'un œil, là, mais... Il voit ce qui est pâle et ce qui est foncé, mais il ne distingue pas ses couleurs. OK, d'accord. Mais ça ne l'a pas empêché de travailler. Il travaillait dans un laboratoire de photos pendant plusieurs années. Après, ben il s'est recyclé, il a pris le cours de massothérapie. Là, il a pris sa retraite maintenant, là. Mais il a travaillé quand même. Ben oui, puis c'est ça qui est... Ben, c'est ça qui est merveilleux, parce que c'est quand même possible de travailler. Des fois, il faut juste comme justement se recadrer un peu dans nos intérêts puis dans ce qu'on est capable de faire, mais il y a toujours possibilité. C'est ça qui est merveilleux.
Ben oui, parce que c'est un ami à Pierre-Saint-Onge et c'est un élève à Pierre-Saint-Onge. Ah, ben oui. Ah oui. Ben oui. Ça s'est fait dans la joie. Disons, le cours, il a bien aimé ça. Puis... Et puis, est-ce que je peux me permettre, comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça se passe, comme la rencontre de deux non-voyants comme ça? Ah, ben c'est parce que quand je suis arrivée à Québec, bien évidemment, j'avais pas d'appartement encore. Après, mon frère et moi, on s'est pris un appartement ensemble. Je suis allée rester quelques jours au centre Louis Hébert Hébergement. Parce que dans ce temps-là, les bureaux de l'INCA étaient au même endroit. Mais c'était Denis Dumont qui s'occupait de mon cas parce que j'arrivais là, puis j'avais rien de... Bon. Et Denis me dit, ben là, Diane, il faut que tu sortes. Il faut que tu ailles, il y a des associations à Québec, il faut que tu te fasses des amis. Parce que j'étais un petit peu solitaire, fait qu'il avait peur que je me fasse pas d'amis. C'est ça, il trouvait que tu sortais pas assez, puis que t'étais pas assez... Ouais, ben c'est ça. Fait que je dis, ben là, je vais y aller. Puis là, il y a un des amis à Nico, mon mari, qui était sur place, puis il dit, ben garde, il dit, il y a une soirée demain soir, je vais y aller avec toi. OK, on va à une soirée, et je rencontre Nico. Il me présente, c'était le coloc de l'autre garçon, de Michel. Fait que il me présente Nico et on commence à s'appeler. Puis à un moment donné, on fait des sorties la fin de semaine avec d'autres amis. C'est surtout lui qui m'invitait parce que moi, je commençais à reprendre connaissance avec les amis. Là. Et comme c'est venu comme ça. Ben, lors d'une soirée dansante, on s'est rencontrés. Ben, c'est extraordinaire parce que ça prouve deux choses. Parce que moi, je crois beaucoup aux organismes. Là. Tu sais, je crois beaucoup que les gens les non-voyants, même si justement on est non-voyant, il y a un paquet d'activités qu'on peut faire justement en allant dans des organismes, là, puis en rencontrant Absolument. des gens. C'est la première chose. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Puis qu'on puisse rencontrer l'amour en plus. Hein, pourquoi pas? Ah, ben oui, c'est extraordinaire. Ça se peut, là. C'est fort oui, possible. Oui, ça se peut, parce que nous, c'est ce qui nous est arrivé, en tout cas. Ben oui, puis en plus, depuis toutes ces années, ça fait que ça a été durable. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Mm-hmm. Ben, on n'a plus de bébés, mais on a des chiens. ben oui, parce que je pense ça, tu l'as dit avant qu'on commence l'enregistrement, tu disais, j'ai donné mes chiens à mon mari, là, il est parti s'en occuper, tout ça. Ouais, ben c'est ça, moi j'ai un chien guide maintenant depuis, ça fait depuis 2011 que j'ai un chien guide. Avant, ben on sortait toujours en gang et j'ai élevé ma fille puis tout ça, bon. Mais là, comme je suis plus, je m'organise plus toute seule maintenant, ben j'ai un chien. Bon, c'est mon deuxième, là. OK, mais c'est vraiment ça qui a fait que à ce moment-là de ta vie, tu as plus senti le besoin d'avoir un chien, c'est que tu étais plus toi-même, là, moins en gang, moins... Oui, c'est ça. Ben, ma fille était encore vivante à cette époque-là parce que ça va faire 4 ans maintenant qu'elle est partie, là. Mais Natacha était toujours à la maison, puis elle était très contente de voir que... Ben, j'ai dit, Natacha, ça va te libérer un petit peu, je te demanderai pas trop de choses. Ben, elle dit, maman, tu sais que j'aime ça magasiner avec toi. Mais non, ça m'a donné de l'autonomie parce que sinon, peut-être que pendant la pandémie, j'aurais peut-être pas marché si j'avais pas eu mon chien, non? C'est vrai, ça, parce que là, la pandémie, bon, ça nous a frappé de plein fouet là, depuis déjà 2 ans, puis tout ça. Ça peut être long, ça, là pour... C'est ça, c'est pas encore terminé, on sait pas quand ça va se terminer. Mais non, on ne sait pas. Puis toi, tu dis, j'aurais peut-être pas marché, c'est que tu serais peut-être moins sorti encore moins, puis tout ça. Ça fait que ton chien, dans le fond, t'a apporté beaucoup. Ben, c'est que je me dis, bon, il faut que Denver marche. Alors, viens Denver, on va aller marcher. Puis, dans le fond, ça me fait du bien à moi aussi. Ben oui. Mais s'il était pas là, je le ferais pas. C'est ça, il y aurait pas comme une raison de le faire aussi fréquemment, là, parce que là, avec un chien, c'est tous les jours. C'est ça. Mm-hmm. Puis j'en ai acheté un à mon mari. Ben, il y avait un petit Yorkshire avant, mais son petit Yorkshire, il est mort parce qu'il était diabétique lui aussi. Ça n'a pas de bon sens, ça nous tourne autour. Oh. Et pendant la pandémie, ben, à un moment donné, ben, j'ai dit, oh, Nico, là, ça te prendrait un petit chien. Et j'ai demandé à un ami de ma fille, peux-tu me trouver un petit chien? Puis il m'en a trouvé un. Puis la petite, elle va avoir 2 ans là, au mois de mars. Ah, ben, coudonc.
Mais ça fait de la vie aussi, ça fait de la présence dans une maison. Ben, c'est ça. Fait que nous, on n'est pas en appartement, on est toujours dans notre maison. Fait que. Ils ont de c'est parfait. l'espace. Et mis à part avec le chien pendant la pandémie, comment ça s'est présenté pour toi, ça, cette pandémie-là? Est-ce que ça a été bien difficile, bien dramatique? Est-ce que tu utilises beaucoup de, je sais pas, l'ordinateur? Ben, en fait, moi, quand on est commencé en pandémie, j'ai dit à Nico, bon, ben, c'est le temps que je te donne des cours de cuisine. Alors, je l'ai entrepris, puis il est pas mal bon, là. Ça va faire 2 ans, là. Il s'en vient bon, là. Ça qui a commencé. Il a commencé un petit peu plus tard, lui aussi, là, à faire de la il en cuisine. faisait un petit peu, très peu. OK. Mais là, j'ai rajouté des choses, puis là, il est rendu pas pire, pas en tout, là. Ah, ben, coudonc. C'était ça, puis j'ai manqué de lecture à un moment donné parce que bon, la bibliothèque était fermée. Oui. Bon, fait que là, j'ai manqué de lecture, mais ça me suis mis à écrire. Ah, mais c'est un autre beau passe-temps, ça, écrire. Oui, j'ai écrit une pièce de théâtre. Elle n'est pas longue, mais en tout cas, j'en ai écrit une. Ah, et là, oui. je suis en train d'écrire une nouvelle, oui. Ah, ouais, une pièce de théâtre. Une petite pièce pas trop longue, mais un peu drôle. Et Okay. puis là, j'écris une nouvelle aussi. Une nouvelle un peu dramatique, mais parce que je me rends compte que l'écriture, ça défoule. Ben oui, certain. Oui, ça Effectivement. défoule beaucoup, puis on n'a pas le droit d'haïr du monde, du vrai monde, mais dans nos écrits, on a le droit, là. Il peut arriver ce qu'on veut quand on Ben écrit. oui. Là. Mhm. C'est ça, on peut punir une personne, mais qu'on le ferait pas en réalité, mais dans nos livres, dans notre esprit, on peut le faire, il peut lui arriver n'importe quoi. Ouais, mais de toute façon aussi, là, combien de fois qu'on nous dit des fois, écrivez-le à la personne ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas obligé d'y envoyer la lettre, mais vous pouvez l'écrire, puis ça défoule quand même. Oui, ça m'est arrivé de le faire, puis c'est vrai, ça marche. Ben, certain que ça marche. Moi, j'y crois beaucoup, en tout cas. Ah oui, c'est parfait, ça. Mais on parlait de musique aussi. Tu nous as dit que tu nous en reparlerais. Tu t'es acheté un piano. Oui, c'est parce que chez nous, on en avait un. C'est sûr quand on a commencé à tout faire des cours de musique, mon père a décidé d'acheter un piano. Et moi, quand je suis partie, évidemment, le piano restait à la maison. De toute façon, c'est ma sœur qui en a hérité. Moi, j'en voulais un. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais c'est les moyens que j'avais pas. Et en 2012, j'avais ramassé beaucoup de pourboires. Je travaillais au restaurant. Mm-hmm. Et j'ai appelé mon frère, qui est accordeur de piano de métier, et j'ai dit, là, Pierre, tu me trouves un piano. OK. Et tout le monde s'est mis à la tâche. C'est finalement mon neveu qui l'a trouvé sur Internet. Mon frère est venu avec moi le voir, puis il l'a évalué. Puis après ça, on s'est organisé pour le faire livrer à la maison. Et j'ai mon piano depuis ce temps-là. Et tu joues beaucoup? Tu joues souvent? Pas comme je voudrais. OK. Parce que j'ai toujours 56 affaires à faire. Puis des fois, je me décourage un petit peu aussi. C'est un peu normal, là. Parce que j'ai pas emprunté de cahier de musique de la bibliothèque parce que je me suis découragée. J'ai regardé sur le site de la bibliothèque. Je voulais faire une petite symphonie à un moment donné pour m'amuser. Et quand j'ai vu le nombre de volumes, j'ai dit non. Non, parce qu'avant, nous autres, on avait tout ça dans un petit cahier à l'école. C'était transcrit. On avait une madame qui faisait ça à la journée. Et on avait notre petit cahier, ça allait bien. Mais là, avec 4-5 volumes pour une symphonie, non. C'est fou. C'est vrai que faut y penser. Tu sais, le braille, moi, je continue à penser que c'est un médium extraordinaire, mais ça prend de l'espace. Hein? Ça prend beaucoup d'espace, puis je me demandais en même temps, est-ce que je me souviens de tous mes signes? Ah, ça, tu vois, d'après moi, ça te reviendrait. Peut-être. Mais ma sœur, qui était prof de piano, elle était à Trois-Rivières. Si Nicole avait été proche de moi, peut-être que je me serais risquée, mais des fois, je l'appelais pour des petits conseils. C'est correct, là, mais... Ouais. Je ne pourrais pas passer mon temps à l'appeler. Mais je le fais par oreille beaucoup. J'écoute, puis j'essaye de reproduire ce que j'écoute, et des fois, ça fonctionne pas trop pire.
Bon, puis t'as quand même ton piano à portée de main, donc... Oui, je vérifie des tonalités, je fais toutes sortes de choses, puis je trouve ça bien le fun. Et j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton expérience au restaurant le Sixième Sens, c'est ça? Oui. Ouais. C'est qu'à un moment donné, j'étais allée jouer au Scrabble avec Pierre Saint-Onge. Ah, d'accord. Il me dit, j'en parle beaucoup de Pierre, Pierre et Jacinthe, c'est des bons amis. Ben, Pierre m'a tellement référé de personnes là, dans le projet que on peut le mentionner. Oui, hein? On peut le mentionner de temps en temps. Oui, je pense que oui, puis ça va flatter un peu. Là. Je suis sûre qu'il va l'écouter. Là. Oui. Alors, c'est ça, je vais jouer avec Pierre au Scrabble. Puis il me dit, tu sais qu'il va y avoir un nouveau projet de restaurant qui va commencer bientôt. Je dis, non, je suis pas au courant. Et il dit, ben oui. Puis il commence à m'expliquer un peu le contexte. Puis tout ça, il dit, tu devrais appeler François Côté. J'ai dit, voyons donc, Pierre, je peux pas être serveuse, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ben oui, mais si j'en vois une travailler là, c'est bien toi. J'ai dit, OK, je vais y penser, mais pas convaincue, hein, pas du tout. Puis à un moment donné, via le RPHV, je reçois l'offre d'emploi. Je lis attentivement, on dit avec ou sans expérience. Bon, une formation qui venait avec ça, là. Fait que j'ai dit, pourquoi pas. J'ai écrit ma lettre de présentation à Patrick Vézina, je sais pas si tu le connais. Oui, je suis en attente pour faire une entrevue avec lui. Bon, alors j'envoie ma lettre à Patrick. Oui. Il me répond, envoie-moi ton CV. OK. On va me mettre à jour, là. Je vais lui envoyer mon CV. Et il me dit, il me rappelle, puis il me dit, peux-tu venir à une réunion, je pense que c'était dans 2 jours, quelque chose comme ça. Ah, ben oui, une entrevue dans le fond. Je suis allée, puis oui, j'ai été engagée. Il m'a dit que ce qui l'avait fait rire dans ma lettre de présentation, c'est que j'avais dit à la fin que j'avais pas d'expérience, mais que j'étais mariée et que j'étais une mère de famille, donc je savais c'était quoi servir. C'est ça qui l'a fait rire. Et c'est pas faux. Dans le fond, c'est vrai. Ouais. On prend notre expérience. J'ai suivi la formation. C'est des expériences de vie, ça, là, ça compte. C'est ça. Fait que j'ai suivi la formation à l'École hôtelière de Québec avec les autres, puis j'ai travaillé pendant 9 ans. Je travaillais au début presque à plein temps parce que c'est pas toujours facile à planifier. On y va avec les réservations. Oui. Alors, je travaillais beaucoup au début, puis après ça, j'avais diminué un peu parce que, j'avais tellement mal aux jambes. Toujours travailler debout, là. C'est pas facile, cela. C'est ça. En dernier, j'étais à 2 ou 3 jours par semaine. Mais quand la pandémie est arrivée, là, Jean-François a réuni tout le monde à un moment donné pour nous dire un peu comment ça allait se passer au retour au travail, puis connaître nos disponibilités. Alors, j'ai dit à Jean-François, écoute, moi, là, je voudrais venir le moins possible. Je voudrais que les jeunes prennent la relève. Mais je te laisserai jamais tomber. Si tu as besoin d'une urgence, tu m'appelles. Il m'a pas appelé parce qu'il y a eu un petit peu de relève entre-temps. Puis je considère que ma retraite est complète. OK. Mais l'expérience comme telle de travailler là, il y a dû arriver des moments quand même assez... y a-tu des petites anecdotes que tu voudrais nous raconter ou des choses qui t'ont marqué un peu? Est-ce que... Oui, disons que pour une fois, j'ai été sévère dans ma vie. C'est que à un moment donné, il arrive 4 personnes. La jeune fille, elle avait invité son chum à venir souper au restaurant pour le fêter. Là, il arrive à la table puis commence à chialer. Ah, j'aime pas ça, on voit rien, blablabla. Et puis là, la pauvre petite, elle pleurait. Elle avait de la peine parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait complètement raté son coup. Alors, j'arrive à la table, je commence à leur parler. Il dit, j'aime pas ça, il fait noir. J'ai dit, vous êtes pas capable de rester 2 heures dans le noir? Il dit, non, c'est ben trop long. J'ai dit, oui, qu'est-ce que vous feriez pendant toute une vie? Il est resté bête, là. Il dit, je vais rester. Ça a été la fois que j'ai sévi le plus, là. Puis, il est arrivé des choses. On a trouvé des objets un peu bizarres parfois sur les banquettes, un soutien-gorge, une paire de bobettes derrière une table, des affaires là, qu'on n'imaginerait pas, là.
puis des Ouais. enfants tannants, des fois qu'il fallait arrêter parce que les parents s'en occupaient pas, mais ils tiraient de la nourriture, puis on leur dit, hey, t'es dans un restaurant ici, est-ce que tu ferais ça? Chez McDo ou bien dans un autre restaurant que tu aimes? Non. Ben ici non plus, tu le fais pas. Mhm. Parce que sinon, tu vas devoir faire le ménage. Tu vas voir, c'est pas drôle de faire le ménage dans le noir. Ouais. Hein, pas une fois la lumière allumée, là, dans le noir. Ouais, ben c'est ça, parce qu'on n'avait pas le droit de leur montrer la salle, avec pas de lumière du tout. Ben non, Nous autres, c'est c'est ça, ça là. qu'on l'allumait quand tout le monde était parti. Ben là. oui, ben oui, Ça bien aidait un sûr. peu, là. Mhm. Ben oui. Mais en tout cas, des fois, il faut intervenir aussi. Oui. Ouais, intervenir un peu plus qu'à la normale, là, que dans... C'est ça, on veut pas choquer personne, mais en même temps, il y a des choses qui sont tellement évidentes. Comme à un moment donné, j'arrive à une table, et moi, on disait toujours chaud devant nous quand on rentrait dans la salle. Alors, je dis chaud devant, et j'arrive à la table et je reçois un jet d'eau en pleine figure. Oh! J'ai dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, oh, excusez-moi, je voulais arroser ma copine à l'autre table à côté. Bon. J'ai dit, ben là, s'il y a de l'eau dans votre assiette, c'est pas de ma faute. J'ai laissé l'assiette, puis je suis partie. Là, j'étais fâchée, par exemple. Ben, moi, je trouve ça insultant de recevoir de quoi dans le visage, là. Ben oui, c'est ça. Mais je sais au resto au Noir à Montréal, nous, on était allés une fois avec avec mon équipe de travail chez Point par Point. Puis j'étais le seul non-voyant de la... Il y avait mon patron aussi qui était là, c'est vrai. On était deux comme non-voyants. Moi, j'ai trouvé ça quand même difficile, hein. Tu sais, parce que nous autres, en tant que non-voyants, on serait capable de se déplacer dans le resto, mais on peut pas, là, tu sais. Ça fait que... Ben non, c'est j'ai trouvé ça un peu difficile, quand même, cette expérience-là, même en étant non-voyant. Oui, parce que c'est pas notre environnement naturel. On dirait que la noirceur nous pèse dessus. Malgré tout, hein. Puis Oui. on sent tout le stress aussi que les gens vivent, hein. Tu sais, on est assis dans un restaurant. Pour nous, c'est tout à fait normal, hein. On s'apprête à manger. Mais tout le monde autour qui sont pas habitués, là, pour eux autres, c'est un événement, là. Ben oui, c'est ça. Mhm. Alors, c'est pas pareil. Puis, Non. oh non, je sais très bien de quoi il en retourne. Écoute, Diane, est-ce qu'on a fait le tour, tu crois, de ce que tu voulais nous raconter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Non, je pense que j'ai pas mal tout dit. On a fait un beau tour d'horizon, je pense, puis ça a été intéressant, puis je pense que Ben merci. on a apporté aussi des points de vue, quand même que c'est pas tout le monde qui nous amène, hein, quand on parle d'adoption, quand on parle c'est pas tout le monde qui nous parle non plus de leur couple, tu sais, de leur expérience de couple. Ça fait que... Non, c'est ça. Ben non, c'est particulier. Parce que je connais pas beaucoup de personnes qui ont adopté, sauf peut-être un couple ici à Québec, là. Eux, ils ont adopté après nous, là. OK. D'accord. Ben, en tout cas, c'est intéressant d'avoir un peu des points de vue, puis de voir, j'allais dire malheureusement, qu'il y a encore du travail à faire en ce qui concerne, tu sais, faut que les gens comprennent que même si on voit pas, on est capable on est capable de voir à nos besoins en premier lieu, puis aux besoins des autres, d'un enfant. Oui. C'est ça. Par surcroît, là. Il y a comme un petit manque de confiance, on dirait qu'on sentait par rapport aux travailleurs sociaux, puis tout ça, puis c'est parce qu'il y a encore Oui, même si elle l'avouait pas, je sentais très bien que oui. qu'elle n'avait pas confiance à 100%. Puis quand tu demandais aux autres couples combien ça faisait de temps qu'ils avaient entrepris leur démarche, là, puis c'était loin d'être aussi long que vous autres, là, c'était... en tout cas... Ah oui, je l'ai très bien senti qu'on a essayé de nous évincer en nous décourageant. C'est ça, en vous décourageant, en disant ils vont peut-être abandonner le projet, puis... Oui, c'est ce que j'ai pensé, puis je le pense toujours. Mais je trouve ça dommage, mais je trouve ça bien que vous ayez persévéré, et ça l'a sûrement fait avancer la progression des mentalités, là, je pense, dans le bon sens. Ça fait que... Probablement, oui.
Ça l'a pas nuit, c'est sûr et certain. Non, sûrement pas. Bien, un gros merci, Diane, encore une fois, d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Comme je te dis, j'ai trouvé ça bien intéressant et je pense qu'encore une fois, il y a des gens qui vont pouvoir tirer des avantages, des profits de ton témoignage. Ah ben, tant mieux. Bien, en tout cas, merci encore. Ben, ça m'a fait plaisir. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!